Non, en tout cas, merci de m'inviter, c'est chouette. Ouais, c'est chouette toi d'accepter parce que voilà. Surtout que Bon, moi, j'adore faire un tour. Je suis un piètre intervieweur. Oui, mais visiblement, tu es un très bon chauffeur. Je l'espère. Très bon conducteur, je vais dire. Très bon conducteur. Ouais. Moi, ça fait. Bon, conduire à Kinshasa, ça fait naître quand même des réflexes. Oui, n'est-ce pas hein. Ça me rappelle une blague ouais. que j'avais vue à l'époque, il y a très longtemps, sur les Italiens. Ils disaient non, mais tu vois, en Italie, les gens ils conduisent mal et tout ça. Alors l'interlocuteur lui dit donc il doit y avoir beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Il a dit non, parce que tous les mauvais conducteurs sont déjà morts au bout de. C'est drôle. Voilà, mais t'es à Kinshasa depuis quand? Depuis juin 2018, ça fait un peu plus d'un an et demi. Ah ok, mais Ouais. je suis sûr qu'il y a des points sur lesquels tu es mieux intégré que moi, quoi. Ah, je sais pas, hein, j'irai pas dire ça. J'irai pas dire ça. Non, mais bon, on tu peut donnes dire l'impression d'être là depuis très longtemps quand même. Ah, je fais ce que je peux, pour profiter au maximum de cette ville. Ouais. C'est pas la première fois que tu as une expérience à l'étranger. Oui. Bah, du point de vue d'ici, effectivement, j'ai plus d'expérience à l'étranger que ici. Donc ouais, j'ai vécu 2 ans et demi au Pérou entre 2014 et 2016. Où là aussi je faisais des choses très chouettes, mais c'était beaucoup plus informel. J'étais parti dans un premier temps pour travailler dans une alliance française. D'accord. Donc c'était déjà les réseaux culturels français à l'étranger. Ouais. Puis en fait, après cette expérience de 6 mois, j'ai décidé de rester sur place parce que j'étais commentateur sportif à la télévision. Waouh. Ouais. Je travaillais pour une espèce de région localement, c'est une espèce de... Ouais, comme une région ici. Ah, donc tu parles espagnol, je Ouais, suppose. yo puedo hablar español muy bien, muy fácilmente. Moi, je connais 2 phrases, yo hablo espagnol. Bah, c'est pas mal déjà. Et yo te quiero. Oh, me quieres mucho. Oui. Tú verdaderamente bien dit, te quiero también. Alors voilà. Et donc j'ai fait ça, donc j'étais musicien de rue, il m'arrivait des trucs géniaux même. Super. Et donc je suis resté là-bas 1 an de manière complètement informelle, voilà, en essayant de trouver des trucs pour faire renouveler mes visas. Enfin voilà, j'ai vécu la galère des visas et c'était chouette. Enfin c'était chouette. Ce que je faisais était chouette, la galère des visas était moins. Et après, au bout d'1 an, je me suis dit non, quand même, faut trouver un truc. Et j'ai trouvé une mission, attention, de gestionnaire d'une pâtisserie. Dans les quartiers périphériques de Lima, la capitale, où voilà, pendant 1 an je travaillais je recevais en fait je travaillais avec des femmes issues on n'embauchait que des femmes dans l'ONG pour laquelle je travaillais, et donc du coup on accompagnait des femmes dans la découverte de l'employabilité, donc dans la formation tant pratique que théorique, pour qu'elles fondent rapidement une micro-pâtisserie dans leur garage et qu'elles arrivent à générer des micro-revenus. Mais alors tu penses qu'il y a quelque chose qui prédispose, je dirais pas à l'exil, mais à l'expatriation, c'est un caractère ou c'est juste Non, je crois que c'est vraiment... C'est juste une opportunité Alors pour moi, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron, parce que pour tout avouer, 6 mois avant de partir au Pérou, je me disais non, mais pourquoi partir à l'étranger? J'avais déjà été en vacances dans des pays voisins de la France, mais j'étais jamais allé très loin. Et je me dis non, mais ça sert à rien, tant que je connais pas mon pays, ça sert à rien d'aller ailleurs. D'abord connaître bien la France et puis après bouger. Et en fait, une série d'événements successifs a fait que je me suis retrouvé à devoir trouver un stage pour la fin de mes premières études rapidement. Et je me suis dit, ouais, bah, tu sais quoi, Étienne, tu vas postuler à toutes les alliances françaises du monde, et la première qui te dit oui, tu y vas, quoi. Et la première, c'était Mopti au Mali, exactement le centre des violences qui étaient entre les chrétiens et les musulmans, okay. Et à l'époque où il y avait eu pas mal de déclarations anti-français et tout. Mais vraiment, bon soldat, j'avais candidaté en disant voilà, est-ce que je peux y aller et tout. Le ministère des Affaires étrangères m'avait répondu un magnifique mail qui disait non. Et de là, je suis parti la deuxième réponse, qui était une ville du nord du Pérou. Et donc non, je pense pas, c'est vraiment l'occasion. Et puis après, je crois que ce qui favorise, c'est plutôt l'idée de se dire que quand on est dans un endroit, on a vraiment envie de le découvrir, de vivre. Ouais. Moi, je suis pas un grand voyageur en fait, parce que quand je suis dans un endroit, j'en bouge très peu. J'aime vraiment profiter de l'endroit où je suis, vraiment fouiller. Et du coup, quand on est dans cette envie-là de découverte,
Et ben du coup, l'expatriation, c'est juste... Quand on est à l'étranger, de toute façon, je pense qu'on a toujours beaucoup plus d'opportunités que chez soi. L'herbe est toujours verte ailleurs, mais en fait, c'est assez vrai. Parce qu'on est toujours plus exotique, en vérité, quoi. Et donc, je crois qu'il y a toujours beaucoup plus d'opportunités et voilà. Tu t'appelles Étienne Russias? Je m'appelle Étienne Russias, oui. Bon, on dit pas le S, mais c'est pas très grave. Je me choque plus. D'accord. Voilà, après, ça n'a rien à voir avec la Russie, hein? Rien. Mais alors, rien, c'est un vieux nom de famille du centre de la France. D'accord. Voilà, depuis des lustres et des lustres, on est tous au même endroit. Depuis des générations, ça doit sentir la consanguinité sur les bords, je pense. Non, ça n'a rien à voir avec la Russie. Ok. Voilà. Donc, je disais, en 2018, quand tu arrives, on est quand même en pleine crise politique et tout ça. Tu avais un peu peur? Je sais pas, tu avais des craintes? En fait, pas vraiment, pour tout te dire, parce que je comprenais rien. Et du coup, j'étais vraiment... bien sûr, je comprenais ce qui était en train de se passer, mais dans les interactions que j'avais avec les gens au quotidien, je comprenais rien du tout de la pression et notamment de l'histoire. Avant de venir à Kinshasa, en fait, quand j'ai su que je venais à Kinshasa, c'est le moment où j'ai regardé où c'était sur la carte. D'accord. Parce que le type de poste qui est le mien, c'est des postes où on candidate un poste par un poste. Et j'avais candidaté sans jamais regarder les destinations. Moi, ça m'intéressait pas de savoir où j'allais, parce que je pense que des gens formidables, il y en a partout. Ce qui m'intéressait, c'est ce que j'allais faire. Et du coup, on me dit, bon, bah, ça sera Kinshasa, et j'étais très content. Et après, je dis, mais c'est où? Donc, j'ai regardé. J'avais fait des recherches, pour préparer les entretiens sur la RD Congo, exactement. Je triche un peu, mais en vrai, j'avais quand même très très peu de connaissances, notamment d'histoire. Je connaissais rien. Et donc, ça a été assez important ça a été assez précieux en fait au début d'être vraiment dans la découverte, parce que du coup je posais des questions mais j'avais aucun a priori. Et donc j'étais pas du tout, je partageais pas les craintes, je partageais pas les tensions, et pour moi c'était très relax en fait. Et de plus, j'ai eu une chance folle, c'est que quand je suis arrivé les 3 premiers mois, j'avais un ami, un Congolais qui vivait entre la France et la RDC, qui m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a traîné partout. Il m'a emmené vraiment partout. C'était pas trop un amateur de culture, mais en fait tant mieux, parce que du coup il m'a aussi montré d'autres pans de la ville, et qui du coup m'ont fait me sentir très facilement à l'aise pour bouger, pour aller à Limete, à Lemba, à Njili, partout. Il m'emmenait vraiment partout, et donc c'était très très précieux d'avoir ça. Et donc j'ai pas trop senti en fait cette ambiance quand je suis arrivé en juin 2018. Ok. On sent bien que toi tu n'as pas vraiment d'a priori, tu es venu voilà, on va dire sans être pompeux, tu es plutôt un humaniste, tu vois des hommes partout et les différences comme des richesses plutôt que autre chose. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est la seule façon de voir les choses. Mais après, il y a le regard des autres. Tu peux pas empêcher ici qu'on te regarde comme un Mundélé. Avec c'est ce toute que je la suis charge. en même temps. Oui, je veux dire. Après, le Mundélé ici, ça veut dire un peu. Bon, moi, je suis noir aussi, mais si je vais à un endroit, on me le dit d'une certaine manière. Il y a une charge historique ici de Mundélé. Ça veut dire que parfois, tu es une proie économique. C'est-à-dire, on essaye de te faire acheter des choses qui ne sont pas toujours. Plus cher, généralement. Plus cher, évidemment, parce qu'on suppose que tu en as plus que d'autres. Après, il y a peut-être, tu peux rencontrer du ressentiment aussi, dont tu ne comprends rien parce que tu ne connais pas très bien l'histoire. Et tout ça, comment tu gères ça au quotidien? En fait, il ne faut pas être dupe, c'est tout. C'est juste quand on... Bien sûr, nous sommes toujours en permanence ramenés à cette couleur de peau. Mais d'un côté, il y a l'histoire qui est ce qu'elle est. Donc c'est pas parce que je connaissais rien au début que je me suis pas renseigné. Et du coup, il y a aussi la réalité, la terrible en fait fracture économique et ethnique. En fait, c'est ce fait que tu as une peau blanche, et la probabilité que tu aies de l'argent est quand même extrêmement importante en fait. Et c'est relativement délirant en fait quand on réfléchit un peu à ça, en se disant que au-delà de toute la pensée humaniste qu'on peut avoir, de se dire oui, bien sûr, tous les hommes sont pareils, mais les chiffres sont là, et il suffit de regarder, c'est qu'effectivement, si tu as la peau blanche, la probabilité que tu aies de l'argent est très élevée. Et c'est quand même une situation dingue quand on y réfléchit, qui est tout à fait anormale. Et je pense que c'est
un grand drame en fait, qui est pas des populations blanches qui soient beaucoup plus modestes ici. Et bon, souvent on me dit oui, mais regarde, en Afrique du Sud, il y a des populations blanches pauvres et en fait, ça résout pas les problèmes. Oui, mais malgré tout, quand un blanc sort avec une noire, elle est pas insultée de pute là-bas, parce qu'en fait, on s'en fout. Ouais. Et qu'effectivement, du coup, cette pression économique au quotidien, qui est une petite pression, hein, qui est pas très très dure à vivre aussi. Enfin, faut pas, c'est pas très dur à vivre le fait qu'on essaie de te vendre des choses plus chères qu'aux autres, quoi. Il y a pire à vivre en fait. Ouais. Mais du coup, ça y est pas. Et donc, voilà, c'est quand même. Mais il faut dire pour l'histoire qu'il y en a eu des populations un peu plus modestes, parce qu'après l'indépendance, avant l'indépendance, il y avait des populations portugaises, grecques, qui étaient plutôt mélangées avec les populations nord, plutôt par rapport aux Belges. Ouais. C'est encore une décision politique qui les a presque chassés, parce qu'on leur a arraché leur commerce, on a nationalisé. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Voilà. Et tu fais quoi, en fait? Alors moi, je travaille à l'Institut français et je suis, le titre, c'est coordinateur culturel. En fait, je participe de la programmation avec le directeur délégué, Samuel Pasquier, et je assure la production des événements. Donc, je m'occupe de faire les contrats, m'assurer que tout va bien quand les choses ont lieu à l'Institut ou quand on organise des choses à l'extérieur. Voilà. Pour le dire très concrètement, c'est ça mon travail. Alors, il y a un vrai problème autour des bras culturels des représentations européennes ici. Une situation assez paradoxale, c'est que on est bien content que vous soyez là, et parce que on va dire aujourd'hui vous absorbez ou vous participez à une grande partie des activités culturelles ici, mais à la fois le fait que vous soyez aussi présent, c'est un problème quand même. Ça dénote d'un problème dans la structure de l'organisation de la culture ici chez nous. Et donc ça arrive parfois qu'on vous fasse des procès de légitimité parfois. J'entends. Oui. Et ça, comment tu le prends, toi? Est-ce que tu as déjà vraiment rencontré ça, ou c'est des choses qui se disent plutôt derrière le dos? Non. Alors, bon, déjà, je peux répondre qu'à titre très personnel à cette question. Bien sûr, je ne peux pas porter la voix de l'Institut français ou plus largement de l'ambassade de France. La première chose, c'est que c'est des choses qui nous reviennent, mais dans des discussions très informelles. En fait. Jamais on nous fait de procès de légitimité dans l'espace public. Et il doit être très clair que, pour moi, j'ai un regret terrible, c'est qu'il n'y ait pas 15 instituts culturels plus grands que l'Institut français, sur les instituts culturels congolais. Tout à fait. Parce que je crois qu'en fait, si on avait des immenses centres culturels congolais qui feraient des choses formidables et tout, on ne ferait pas le procès d'être là. Parce que dans de très nombreux pays, il y a des centres culturels étrangers. Tout à fait. Qui, en fait, qui ne font que étoffer l'offre culturelle locale. Si en fait on avait 15 magnifiques centres culturels congolais à Kinshasa, et je crois vraiment qu'il y a la place pour ça, on serait très content qu'il y ait des centres culturels français, belges, qui montreraient de la culture française, de la culture belge, de la culture italienne, portugaise, espagnole, nord-américaine, mexicaine, chinoise, japonaise, parce que ça ne ferait qu'étoffer l'offre. Moi, il me semble que le souci, il n'est pas dans la présence des centres culturels européens, c'est dans leur omnipotence. C'est parce qu'il y a un vide. Exactement. C'est parce qu'il y a un vide, et quelque part, vous êtes un peu poussé à faire ce que, dans les conditions que tu décris normales, vous n'aurez peut-être pas... Exactement. Pas nécessairement fait. Tout à fait. En fait, le fait que des groupes culturels, des groupes, des artistes congolais soient sans lien, en fait, a priori avec la France. Sinon, le simple fait de jouer à l'Institut français joue chez nous, est quelque chose que nous ne ferions pas, par exemple. Tout à fait. Mais malgré tout, notre présence ici, et qui est notre première mission, qui est quand même le rappeler, c'est la mise en valeur des artistes RD congolais, fait qu'effectivement, notre première occupation, c'est de répondre à ce besoin de lieu d'expression et de jeu des artistes, quoi. Alors, mais est-ce que tu penses que, je veux dire, je sais pas, je sais pas si je sais pas si tu vas répondre à cette question, t'es pas obligé, mais est-ce qu'il y a des instructions
pour passer un message de la France, pour orienter la culture d'une certaine manière à cause de l'omnipotence de fait que vous avez. Est-ce qu'il y a une politique dans ce sens-là réel? Bah, je crois que encore une fois, je peux répondre qu'à titre très personnel, mais c'est pas trop mouillé que de dire que le simple fait qu'il existe des instituts français de par le monde est une volonté politique de faire rayonner la France par l'action culturelle. Tout à fait. Et c'est même il y a eu des grands discours, des grands discours des chefs de l'État français. On peut se rappeler par exemple Jacques Chirac qui disait que le 4e pilier du développement durable était la culture, Ouais. c'est-à-dire la viabilité environnementale, la viabilité sociale, la viabilité économique et la culture. Donc c'est quand même quelque chose qui est très ancré, même depuis toute l'histoire de la 5e République française et la création du ministère de la Culture, il y a quand même vraiment l'idée ça fait vraiment partie et c'est essentiel du développement d'un pays et de son rayonnement. Je crois que c'est pas un secret, le simple fait qu'il y ait des instituts français. Et puis après, effectivement, l'Institut français aujourd'hui, il dépend de l'ambassade de France dans le pays où il est, et du coup, il répond, effectivement, il a une commande politique de la part de l'ambassade de France. Mais c'est pas choquant, en vérité, de dire ça. Tout à fait. Effectivement, on a des commandes, et mais encore une fois, il y a ces commandes qui doivent s'accorder avec notre mission. Notre mission, elle est encore une fois de mettre en lumière les artistes RD congolais. Et en fait, je vois très bien que le principal travail et motivation qui est la nôtre, c'est celle de réussir à trouver des artistes qui déjà produisent ici des produits qui sont riches, culturellement intéressants, qui sont surprenants, qui sont assez parfois décentrants, on va dire, qui nous permettent à tous collectivement qui sommes ici, donc congolais ou non congolais, de se décentrer, de réfléchir autrement. Et si on arrive à mettre en lumière et à faire voyager ces artistes-là, ben vraiment on a rempli notre mission. Et les faire voyager, c'est pas en France, hein. C'est les faire voyager dans les pays voisins en utilisant le réseau des instituts français. C'est les faire voyager à l'intérieur du pays. L'Institut français, il accompagne de très nombreux artistes qui vont à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Lubumbashi. Et les faire voyager après dans le monde entier, comme ça peut être le cas de Céline Monza, par exemple. On a vraiment essayé de l'accompagner. Bon, tout le mérite lui revient parce que c'est comme elle qui a gagné le prix RFI Découverte, mais elle va faire une tournée dans une vingtaine de pays d'Afrique et dans toute l'Europe de l'Ouest. D'accord. On va revenir en fait de bon sur ton travail et sur toi-même. Tu slams? Oui. Ça, c'est votre faute. Hein. C'est la faute au quinoa. Hein. Ça, c'est vraiment votre faute. Avant, tu ne le faisais pas? Mais pas du tout. J'avais jamais fait ça. Ok. Mais tu écrivais un peu quand même? Très peu en vérité. Avant, ce que je faisais de la radio. Quand j'étais en France, avant de venir ici, je faisais de la radio. Donc j'avais déjà l'habitude de l'oralité. Et je slamais pas, mais j'avais mis en musique quelques poèmes classiques de Baudelaire, de Villon, de François Villon, de gens comme ça. Donc j'avais fait des petites expériences, mais c'était tout petit. C'était vraiment dans un salon avec un guitariste et on y va, quoi. Rien. Alors, j'avais fait aussi autre chose qui était très drôle, c'était au Pérou quand j'étais musicien de rue, du coup je faisais de la chanson, mais j'écrivais pas. Et je reprenais des grands classiques français de son chanson, soit en rap, en fait. Et c'était super pour les touristes, c'est comme ça qu'on mangeait. Hein. Et le Pérou, ça paye très touriste. Ah non, je vais pour les touristes dans la rue, comme ça, là. Et effectivement, on faisait quelques classiques de rap, ça marchait très très bien. Voilà. Okay. Donc, et oui, et donc grâce à... bon, je peux lui rendre hommage, hein, c'est grâce à Peter Commandois et Garde-Mot, le quinoa, le Brazzavillois, qui toujours m'ont dit, mais attends, il faut quand même que tu y vailles. Et notamment Peter qui m'a dit, bah, mais attends, il y a un anniversaire de Petit Wendo, viens faire un texte. Alors j'ai dit, ah bon, du coup, attendez, je vais gratter un truc. Je fais mon texte et au bout d'un tiers du texte, il m'a dit, bon, bah, t'es programmé au prochain Slam House. J'avais fait qu'un tiers. Et puis voilà, après, ça, c'est parti. D'accord. Voilà, moi, je me souviens d'un texte Ego Trip, c'est... Oui, c'est ça. Ouais. C'est le premier, c'était celui-là. D'accord, ok. Mais après, est-ce que ça te donne envie d'approfondir le côté créateur, tout ça? Mais oui, bien sûr, j'ai envie d'approfondir ça. Là, je vais jouer avec... je vais jouer au mois d'avril, donc à Goma, à Bukavu, au début mai à Brazzaville, et j'espère faire une date en mai à Kinshasa aussi. Super, c'est parti la vie de star, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, après, bon, bah, le star, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ça me fait beaucoup rire en vérité, et je trouve que c'est... En fait, c'est vraiment une discipline extrêmement riche, et je rends hommage à tous les slammeurs que vous êtes ici à Kinshasa, et aux plus grands d'entre eux, en taille au moins, biatitude. Oui, en taille, bien sûr.
Sinon, Il n'y a pas de fausse modestie. Hein. sinon, Et c'est vraiment grâce à vous que je me suis mis à ça. Et ça, voilà, je sais pas. Pour l'instant, ça m'amuse énormément et c'est vraiment génial. alors, donc, on va dire, tu connais forcément la culture française. Tu as été en immersion carrément au Pérou. Et Kinshasa, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Kinshasa? Je veux dire culturellement, ceci, dans la manière dont les choses se font, dans le contenu des créations. Je crois que ce qui est très significatif ici, c'est l'urgence. C'est vraiment l'urgence de créer. Parce que les conditions sont dures pour les artistes. C'est pas seulement des conditions matérielles, parce que, bon, bien sûr, la rudesse de la vie est là, mais dans le monde entier, les artistes vivent moins bien que les autres. De ce que je vois, vraiment, il y a cette espèce de légende qu'on nous fait croire d'artistes richissimes, tout ça. Il y en a bien sûr, mais c'est l'extrême minorité qui en fait maintient les autres dans le rêve et dans la précarité absolue. Et si aujourd'hui, dans plusieurs pays du monde, les artistes se battent pour des statuts, c'est pas pour devenir extrêmement riches, c'est juste pour pouvoir vivre en fait. Là vraiment aujourd'hui, il y a tout un, si on parle de la France, il y a tout un pataquès autour justement du statut des auteurs de bandes dessinées qui sont dans une précarité mais terrible en fait, quoi. Et ils mangent plus tous les jours non plus. Donc on en est vraiment là, et dans le monde entier les artistes vivent moins bien. Pour autant, il y a aussi une certaine forme, je trouve, de rejet social, de non-acceptation de l'artiste. Artiste, c'est quelque chose qu'on va pouvoir crier dans la rue, effectivement, pour un artiste qui commence à pouvoir réussir, mais je trouve qu'il y a aussi une espèce de jugement très, très dur de la part des familles ou de la société en général, tout à fait. mise à l'écart. Et en fait, ce qui caractérise pour moi vraiment la scène artistique locale, c'est l'urgence, ce besoin en fait absolu, immédiat, et qu'on ne peut pas décaler de créer. Ça, c'est quelque chose que je trouve très propre. Et puis après, il y a effectivement la densité de la scène plastique. Il y a vraiment beaucoup de peintres, de gens qui créent, avec toute la tradition de l'Académie des Beaux-Arts qui est là et qui a vraiment réussi à faire naître une scène qui est très 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 dense et très riche. Et puis à côté, la chose qui moi m'a surpris, que j'avais jamais vu avant, mais je pense que c'est peut-être c'est le calendrier qui est ça, c'est cette scène slam aussi qui moi me surprend énormément de par sa densité que je connaissais pas du tout. Alors après, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui naît dans beaucoup de pays d'Afrique et que je vois aussi naître en France en fait. Donc je pense que c'est aussi le calendrier qui veut que cette discipline-là soit vraiment au moment d'émergence, mais je n'avais pas vu une telle densité ailleurs. Alors, on va dire dans 14 jours à peu près, on va avoir la fête du livre. Ah oui, ça c'est chouette, c'est un bel événement que nous... Tu en as déjà, depuis que tu es là, on va essayer de lire. Je crois les connaître, mais... Ouais, moi je crois te connaître, mais je ne sais pas où on va aller. Oui, donc la fête du livre, tu en as déjà connu une? Oui, ils en ont déjà organisé une en fait en novembre 2018, puisque j'étais là depuis 5 mois et donc j'avais fait toute la partie organisationnelle. Après, c'est quand même quelque chose de... Comment concrètement, parce qu'il y a des écrivains qui viennent du monde entier. Ouais. Et moi, ce qui me plaît surtout, c'est le fait qu'on a vous donné l'occasion à des Congolais de la diaspora de revenir ici. Et parfois, Jean Bofan va revenir ici à cette occasion. Et par exemple, lui, avant ça, il n'est jamais venu présenter ses Oui, tout à fait, c'est ce qu'il nous a dit. Ouais. C'est quand même quelque chose, on se rend compte, c'est à la fois, c'est vrai, c'est super, mais c'est aussi assez interrogateur quand même. Et l'année passée, on a eu Blaise Dalla, par exemple. Ouais. Aussi. Blaise, c'était vraiment génial de l'avoir. Tout à fait. Alors déjà, cette année, on a décalé à février, alors qu'avant c'était en novembre, Ouais. parce qu'on voulait faciliter le travail avec les scolaires. Quand on le faisait en novembre, c'est-à-dire que la programmation elle était faite en juin, mais les professeurs, ils commençaient en septembre, du coup ils avaient 2 mois pour préparer, c'était pas assez. Donc on a décalé afin de s'offrir quand même plus de temps pour que justement les scolaires puissent vraiment se mettre plus tranquillement en marche pour préparer cette fête du livre. Donc cette année, on a intensifié ce côté-là. Alors c'est clair. Pour ce qui est répondre des questions sur la programmation, la programmation, elle se fait avec plusieurs têtes chercheuses, puisque la fête du livre, c'est un événement donc, du pôle ENIC RDC, le rassemblement des centres culturels européens
ici, et donc produite par l'Institut français, donc organisée concrètement par l'Institut. Et donc nous nous réunissons afin de soulever les idées de programmation qui sont les nôtres. Et si effectivement il y a une attention particulière qui est faite pour les Congolais de la diaspora, ce qui nous intéresse, c'est surtout tout ce qui peut toucher de près ou de loin au Congo. C'était par exemple, d'où la présence l'année dernière de Guillaume Jean, qui n'est pas congolais mais qui a quand même écrit beaucoup. Tout à fait. Et la présence cette année de Valérie Manteau, qui elle a beaucoup travaillé sur le Congo-Brazzaville. C'est la première fois qu'elle va venir ici. D'accord. Mais en fait, il y a quand même une non, mais c'est super. Moi, la programmation me plaît beaucoup. Il y a Wilfried. Tout à fait. Et après, c'est aussi des vrais coups de cœur qui sont les nôtres, et des littératures qu'on a envie de mettre en lumière. Par exemple, Gauze, qui est pas du tout, lui, il est ivoirien, mais déjà, il a vraiment une revendication sur les textes en Afrique qui me semble tout à fait intéressante. Et son camarade papa, c'est un bonheur absolu. Et je crois qu'en plus de ça, il résonne d'une manière particulière, même si lui il parle de la colonisation et des débuts de la colonisation en Afrique de l'Ouest. Ça résonne quand même pour tout le monde, je pense ici, de manière particulière. Je suppose que tu es un grand lecteur. J'essaie, enfin grand, je fais 1m70, mais j'essaie de lire beaucoup. Tu lis beaucoup, mais à l'occasion de la fête du livre, tu lis encore un peu plus quand même. Bah, j'essaie, oui, de m'immerger dans tous les autres. J'arrive pas, hein, puisqu'on est à plusieurs têtes. Il y a aussi, par exemple, Richard avec le Centre de Bruxelles qui est vraiment moteur de cette programmation. Nos camarades du Goethe, du Camouèche, de l'ambassade d'Espagne et d'Italie sont aussi là. L'ambassade de Suisse est extrêmement mobilisée avec des autrices suisses qui viennent. Voilà. Donc on a vraiment. C'est une programmation qui se fait de manière collégiale. Alors, on va pas se mentir, le livre c'est quand même, on va dire, le moins abouti dans le culturel ici, la littérature. Qu'est-ce que tu penses que la fête du livre peut vraiment apporter pour développer la littérature, la lecture? Déjà que par exemple le centre culturel français, la librairie a ouvert l'année passée. Oui, tout à fait. Ouais, et tu te rends compte que c'est l'une des 2-3 librairies dans la ville, quoi. Donc, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Terrible ça. Bon, effectivement, je partage le point de vue que le livre, c'est vraiment le parent pauvre des industries culturelles ici. Et je crois que pour une raison très simple, c'est que c'est celui qui demande le plus de trésorerie. C'est-à-dire que ça demande des stocks. Parce que le livre, c'est un objet qui prend de la place, qui est lourd, qui coûte assez cher en vérité, enfin qui coûte rapidement cher. Et donc ça demande forcément de la trésorerie. Et donc c'est dans une situation économique très difficile, c'est forcément ce qui souffre le plus. Donc ce que nous on peut faire, c'est déjà la première chose, c'est de montrer des littératures locales afin d'essayer que le public de la fête du livre trouve pendant le temps de la fête les livres des auteurs locaux qui sont difficilement trouvables parce qu'en plus ces librairies elles ont du mal à exposer tous les auteurs locaux qui ont du mal à avoir des livres produits. Et donc c'est la première chose concrète, c'est là, c'est si on arrive à vendre quelques livres, et c'est souvent le premier facteur le premier étalon de mesure de la réussite d'un événement littéraire, c'est est-ce qu'on a vendu des livres ou pas. C'est ça. Donc là c'est le premier point. Le deuxième c'est la mise en rencontre d'auteurs, de professionnels qui viennent de partout, de l'ensemble du continent, de l'ensemble du pays même, puisqu'on invite des auteurs qui viennent de l'Est, de Lubumbashi, de Goma. L'année dernière, ça sera le cas cette année aussi. Donc vraiment, on a cette mise en lien, et je crois que c'est comme tous les artistes, en vérité, c'est par la rencontre que naissent les nouveaux projets, les nouveaux textes, de créer du choc, de rendre accessibles des livres aussi, puisqu'on fait venir beaucoup de livres qui seront en vente ici, qui viennent d'ailleurs, qu'on a du mal à trouver ici, qui du coup on peut le trouver pendant le temps de la fête, donc c'est toujours plus de découvertes. Et enfin les derniers, ça fait 2 ans qu'on essaie de faire ça, c'est d'inviter des éditions. L'année dernière, en 2018 on avait invité Nzoï, cette fois-ci c'est le nouvel Attila qui vient. Et donc c'est l'idée de permettre à des éditeurs de venir rencontrer rencontrer des textes. Et ce qui permettra, si ça peut permettre, avec Nzoï c'était génial parce qu'il publie ici et ailleurs. Le nouvel Attila, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est la démarche d'exigence de Benoît Viraud, donc, qui est le fondateur du nouvel Attila. C'est cette démarche vraiment d'exigence très 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 forte. Et lui, il est parti avec pas grand chose au début, mais avec des bouts de ficelle. Il dit si on a des bouts de ficelle, alors il faut qu'on fasse des beaux bouts de ficelle, quoi. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement exigeant sur le texte, sur la façon dont on le traite. Et je crois que cette exigence à tous les niveaux,
vraiment, c'est quelque chose qui est très très bien à faire entendre. Et puis, cette publication de textes dans le monde entier qui apparaissent, ne peuvent que participer à faire tourner les regards vers Kinshasa et à attirer l'attention et donc à faciliter l'émergence, quoi. Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que des auteurs congolais qui bougent sur des salons internationaux, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est ça. Donc si on peut permettre de faciliter ce regard vers Kinshasa, je crois que c'est très très bien. Mais je crois qu'il y a quand même du potentiel aussi. Ah oui, alors oui. Comment ne peut-il ne pas y en avoir dans une ville de 15 millions d'habitants? C'est ça, déjà. Démographiquement, il y a du potentiel, il est là, c'est très clair. Et je crois que là, il y a le prix Macomy qui à nouveau va être décerné pendant la fête du livre. On a 30 livres candidats. Et vraiment, il n'y a qu'à voir la qualité de ces livres-là. C'est vraiment très bien, le potentiel, il est là. Oui, il faut dire qu'il y a une histoire aussi de la littérature ici. Mudimba a inspiré beaucoup d'auteurs africains à succès. J'ai rencontré l'année passée Sami Tchak grâce justement à la fête du livre. Et il me disait beaucoup de l'un de ses derniers ouvrages, c'est Ainsi parlait mon père. Alors, pour beaucoup, c'est un clin d'œil à Ainsi parlait Zarathustra. Il me dit non, en fait, c'est un clin d'œil à Mudimbe. Mudimbe, il y a père dans le titre, j'ai oublié. Voilà, donc il y a une histoire de la littérature, mais apparemment on a eu une cassure à un moment donné. Bon, on va pas faire l'étude de ça ici, quoi. Donc il faut juste rallumer la flamme. Et ce que vous faites, c'est assez formidable. On essaie de faire du mieux. Alors, mais est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour que entre les éditions, il puisse avoir comme un fil, des actions qui puissent relier deux éditions pour qu'il y ait une sorte de permanence en fait de la fête du livre entre deux éditions? Ça c'est assez difficile déjà parce que la fête du livre bénéficie donc de financements européens qui sont forts. Donc pour avoir cet événement festif important, donc c'est un moment où on concentre aussi beaucoup des moyens qu'on a à disposition pour ça, et c'est ce qui permet en fait d'avoir cette émulsion pendant ces 9 jours, vraiment toutes ces rencontres et tout. Okay. Et ensuite, il y a les actions au quotidien. Rappelons que c'est encore une fois organisé pour le Polonique, le centre le rassemblement des centres culturels européens. Et il y a tout ce qui est fait au sein de la médiathèque du Centre Wallonie-Bruxelles par Richard, c'est super. Parce que nous, on essaie d'implémenter au sein de notre médiathèque avec des rencontres littéraires régulières. Enfin, on a quand même ces programmations qui sont là. Il y a la grande rentrée littéraire que porte Richard. Ça, c'est un super événement. Super, et ça, c'est vraiment, il y a le Félibi qui permet encore une fois de montrer des littératures. Donc il y a quand même des événements qui, comme ça, ponctuent l'année et qui, entre ces éditions de la fête du livre, réussissent quand même à faire exister les littératures qui sont là. Et maintenant, quand on a l'occasion de recevoir des auteurs de passage, ça va être le cas en mars, par exemple, à l'Institut français, on va recevoir Emmanuel Lambert, et tout de suite, on propose des ateliers d'écriture qui vont déboucher sur des restitutions, des choses comme ça. On est vraiment, effectivement, sur l'idée à chaque fois qu'on a l'opportunité de mobiliser, mais malheureusement, nous n'avons que nos moyens. C'est ça. Et même s'ils sont intéressants par rapport aux centres culturels congolais aujourd'hui, ils ne sont pas non plus infinis, et de plus, il faut qu'on travaille sur toutes les disciplines. C'est ça. Et du coup, à la mesure de nos moyens, on essaie de mettre en place des actions intéressantes. Je crois qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont particulièrement ressources, à qui il faut rendre hommage, comme par exemple sur l'année, les gens du Félibi, Richard et sa grande rentrée littéraire sous son action, les gens qui vont continuer à se battre au sein de la librairie. La rentrée littéraire, c'est super. L'idée de la faire au cœur de la ville, à Matongé, à Victoire, c'est une idée de génie, je pense. Donc, on est là et toute l'année, il continue à y avoir des actions qui, bien sûr, sont plus modestes. Mais dans la mesure de nos moyens, on essaie. Mais je vois que vous allez par exemple, je crois il y a là pour aller jusqu'à Goma. Ouais, il y a la Kisukidi va aller à Goma, Jean Bofan va aller à Goma, Bukavu et va aller jusqu'à Lubumbashi. Oui. Donc bien sûr, on fait voyager des auteurs. Donc ce n'est
plus, enfin, ce n'est pas une fête du livre de Kinshasa, c'est... Alors, on s'est beaucoup posé la question, mais le nom est tellement inscrit qu'on a du mal à le changer. Mais effectivement, c'est un nom Voilà. qui a c'est un événement qui a une ampleur nationale et qui a une vocation d'ailleurs à être national Bien sûr. depuis que la délégation de l'Union européenne a décidé de le soutenir de manière importante au travers du Polonique. C'est vraiment effectivement un événement qui a une vocation nationale très claire. D'accord. Ben voilà, donc la fête du livre, c'est du 14 au 22. Ouais, du 14 au 22, avec une super fête d'ouverture le 14 au soir, donc avec une rencontre inaugurale, c'est-à-dire on inaugure par une rencontre. On commence par ça. Ouais. Donc avec Jean Beaufan et Max Lobé qui sont tous les deux de retour à Kinshasa, ce sera le thème de la rencontre. Ensuite, on fera la cérémonie d'ouverture et on aura un concert de calèche qui va être très très sympa. Ouais. Et puis, je suis complètement perdu, je sais pas où on est. Là, on va Ah oui, non, sortir sur 24. sur 24. Ouais, ça marche. Et ensuite, on aura beaucoup de temps forts. Moi, il y a un événement qui me tient beaucoup à cœur, ça va être le 19 février au soir, la grande conférence. C'est sur le thème de l'auteur et la ville, où on va avoir donc un historien, Julien Loiseau, Wilfried Sondé, Valérie Manteau et Elisabeth Moyat-Hollande, dite Betty, qui est une maman de la poésie quinoise, qui vont tous les quatre ensemble réfléchir autour de leur lien à la ville, à leur ville au pluriel, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup de villes qui les ont marqués à des moments différents. Il faut dire que Kinshasa, c'est une ville qui est très présente dans la littérature des auteurs qui ont un lien avec ce pays. Ah oui, bien sûr. Puis même dans ceux qui sont tous les imaginaires collectifs, Kinshasa, c'est quand même une légende, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai vécu plusieurs fois à Abidjan, par exemple. Rien que le fait de dire que je venais de Kinshasa, ça me donnait un aura c'est clair, bien sûr. particulier, quoi. Et puis ça te donne des pas de rumba, quoi. Oui, tout à fait. Ben, moi, je ne sais pas danser. Et personne ne voulait me croire. Bah, bien sûr, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis on terminera le 22 février par une soirée très très belle, tournée autour du slam, justement, qui nous semble être en fait aujourd'hui un des principaux moteurs de création littéraire ici. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, on va vraiment rendre hommage à cette discipline dans la fête de clôture, avec une petite scène ouverte pour commencer. Et puis un plateau tout à fait inédit à la fin, avec du coup 6 des invités de la fête du livre qui vont du coup déclamer des textes avec un ensemble jazz pour les accompagner qui sera constitué pour l'occasion. Et donc je crois que ça va être beaucoup de moments. Et on termine à l'Académie des Beaux-Arts, la fête de clôture. Parce qu'il nous semble très important justement d'ouvrir cette fête du livre. Et pas dans un centre culturel européen, mais vraiment dans un centre culturel congolais pour le coup, qui fait partie aujourd'hui des centres culturels importants et qui du coup, voilà, avec une ouverture sur toutes les disciplines et histoire de dire que quand même la culture, elle se fait en dehors de nos murs et que ça c'est vraiment le principal message de cette fête de clôture. On n'a pas vu le temps passer, mais c'était super ce moment. Je te remercie de m'avoir invité. Ouais, et puis, à titre personnel, tu es là jusqu'à quand? Tu es à Kinshasa? Jusqu'en juillet 2020. Bon. Ouais, tu vas peut-être faire comme à Lima, tu vas rester pour autre chose. Moi, je reste déjà, je finis fin mai et puis je reste pour faire du théâtre après un mois et demi. Super. Mais on en saura plus, il y en aura plus d'infos à venir bientôt. Super. Mais apparemment, tu t'ennuies pas. On peut pas dire que tu t'ennuies. Bah non, mais comment s'ennuyer à Kinshasa? C'est impossible. Quand on est ici, c'est impossible absolument de s'ennuyer. Tellement une ville riche, bouillonnante et énergivore, c'est vrai, mais qui malgré tout nous invite quand même à une permanente découverte. Donc c'est vraiment génial. Tout à fait. Bon, super. Alors, merci. À bientôt.